Caroline Gervais. Mon cœur de métier, en fait, c'est le développement durable stratégique. Je suis tombée dans cette marmite-là dans les années 2000, en fait, après avoir fait une thèse en gestion et traitement des déchets. Et en fait, je me suis vite intéressée à la question en amont. Pourquoi est-ce qu'on a des déchets et est-ce qu'on peut faire différemment? Et c'est ça qui anime mon activité de conseil et d'accompagnement. Et aujourd'hui, j'agis au travers d'un lab qui s'appelle MySense Lab, dont l'intention est de diffuser en fait une démarche en particulier que j'utilise, qui vient de Suède et qui permet d'intégrer la dimension développement durable dans les cœurs de métier. Alors effectivement, les défis, il y a plein d'angles pour les aborder, mais je les couvre vraiment par deux dimensions. En fait, je pense que le défi pour nos sociétés aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on va décider d'engager les transformations nécessaires. Et du coup, dans la pratique que j'ai, je l'engage sous deux angles différents qui sont le prendre soin, donc de soi, des autres et du vivant. Et puis l'autre objectif qui est effectivement ce nécessaire changement de trajectoire vers les sociétés à prospérité renouvelée. Effectivement, là, on arrive dans le récit de qu'est-ce qu'on a envie d'activer pour nos futurs. Et en fait, effectivement, les pratiques narratives, c'est quelque chose qui a été développé d'abord en Australie, en fait, par David Epson et Michael White. Et au départ, c'est une pratique individuelle qui est pratiquement thérapeutique et qui a comme intention, en fait, de dégager les personnes des histoires dominantes à problème. Et par exemple, ça peut être, voilà, il nous arrive des tas de choses dans nos vies et on peut finir par se dire « je suis nul ». Et en fait, on ne voit plus dans sa vie que ce qui confirme que vraiment je suis nul, quoi. Et en fait, au travers du questionnement narratif, on va faire en sorte que les personnes vont se reposer la question, détecter que peut-être dans leur histoire dominante à problème, il y a d'autres petites histoires qui disent d'autres choses que je suis nulle et qui pourraient dire je suis forte, je suis intelligente, je suis créative, je suis débrouillarde. Et donc l'intention, c'est de faire en sorte que les personnes se reconnectent à leurs ressources. Donc ça, c'est ce qu'on peut développer d'abord au niveau individuel. Et ensuite, ça a été développé dans des pratiques narratives collectives. Donc là, ça a une histoire qui a une vingtaine d'années maintenant. Également, un travail qui est mené d'abord par un Australien qui s'appelle David Denborough et qui en France aussi a une résonance dans une communauté de plus en plus large en fait. Et au départ, l'intention, c'est toujours la même, c'est d'accompagner des communautés qui ont vécu des traumatismes qui peuvent être extrêmement importants, des types génocides ou des catastrophes naturelles, mais aussi voilà, qui permet à une communauté de se reconnecter à ses ressources, ses rêves par ce questionnement narratif. Donc on crée en fait du récit qui va pas être hors sol, qui va être vraiment un récit de corps, de cœur, et qui n'est pas juste un travail intellectuel sur voilà, écrive-moi un futur souhaité ou des futurs désirables. Là, on va vraiment voilà, explorer ce qui dans l'histoire peut être questionné et ce qui dans les histoires dominantes qui nous amènent à la non-durabilité de nos sociétés doit être questionné, n'est pas forcément favorable à qui nous sommes en tant que personne ou groupe. Et donc de réinvestir en fait voilà, ce qui est vraiment vivant en nous, ce qui est vibrant en nous pour engager nos futurs, réinvestir, réécrire nos futurs. Donc ça me paraît être une manière effectivement de relever une partie des défis qui nous sont posés aujourd'hui, quoi. Quand on considère la résilience comme voie de transformation de nos sociétés. Et j'aime bien la différence qui a été faite dans certains travaux entre ce qu'on appelle la résilience réactive et la résilience proactive. Parce qu'en fait, le défi qu'on a aujourd'hui en tant que société, c'est qu'on est confronté déjà au fait qu'on a beaucoup d'impact sur nos sociétés, sur l'environnement. Donc, il y a des chocs. Et par exemple, la crise du Covid, c'est un choc dont il faut que nos sociétés arrivent à se remettre. Et en même temps, une résilience proactive dans le sens où qu'est-ce que nous enseigne ce choc? Et pour l'intention, là, c'est pas de redevenir comme avant. On le voit avec toute la tendance et tout ce qui a été discuté en fait pendant ce confinement sur le monde d'après en fait. Donc la résilience peut-être aujourd'hui, c'est à la fois se préparer à passer les chocs, mais tout en se transformant. Donc on est dans une résilience réactive, c'est-à-dire que oui, on va se protéger par rapport à une urgence aujourd'hui, et en même temps dans une résilience proactive parce qu'il faut engager les transformations. Et c'est là où je trouve qu'effectivement les pratiques narratives sont intéressantes parce que à nouveau, ça va nous connecter en fait à dans ces moments en fait où il va falloir réfléchir et se dire
qu'est-ce qu'on veut garder, qu'est-ce qu'on ne veut pas garder, qu'est-ce qu'on choisit de déconstruire, mais du coup, pour reconstruire quoi? À nouveau, là, on va pouvoir, dans un travail individuel et collectif, en fait, de réflexivité, en fait, prendre conscience de qu'est-ce qui aujourd'hui nous a amené dans la non-durabilité, qu'est-ce que sont ces histoires auxquelles on croit, des fois sans y avoir forcément réfléchi, des fois parce qu'on est inscrit dans des systèmes culturels, en fait. Et là, en fait, ça nous permet vraiment de déconstruire, décortiquer, en fait, qu'est-ce qui fonde nos sociétés. Et je vois bien, là, dans les travaux sur lesquels j'accompagne les organisations aujourd'hui, qu'on a encore cette tentation de chercher des questions, des cases à cocher, des choses qui nous permettent de contrôler comment est-ce qu'on va avancer, et qu'en fait l'enjeu c'est de oser lâcher prise sur tout ce qu'on va pouvoir faire émerger ensemble, mais que par contre il faut qu'on soit super au carré sur le langage qu'on se donne pour que justement toute cette intelligence-là ne s'épuise pas à rien, mais au contraire serve à consolider les transformations aujourd'hui qui sont dans la complexité. Et là, c'est là pour moi la clé, c'est comment coopérer dans la complexité. Au travers de ce travail donc, qui est très ancré sur les individus, on peut se reconnecter à ce qui est vraiment important pour nous. Et je pense que des chocs comme on a vécu et des passes comme le confinement nous aident aussi nous invitent à faire ce ménage. C'est là où effectivement, je pense qu'il y a vraiment des liens où les pratiques narratives, pour moi, peuvent participer à cette notion du prendre soin dans ces transformations qu'on doit enclencher. Et donc, c'est à la fois le prendre soin face au choc. Comment est-ce qu'on va pouvoir inventer et réinventer en fait d'autres futurs, d'autres idées du progrès, d'autres idées de la prospérité. Et moi je pense que c'est là où ça peut vraiment participer à construire de nouvelles représentations qui sont ancrées dans des choses qui sont profondément importantes pour nous et que des fois on a fait passer sous le tapis. Moi, l'image qui me fait avancer, en fait, parce que ça fait presque 20 ans que je suis sur cette pratique, en fait, c'est vraiment cette image de l'humanité qui est arrivée sur la Lune. Et c'est vrai que pendant longtemps, j'avais cette histoire où je disais, en fait, on a décidé d'aller sur la Lune et on a mis 8 ans à aller sur la Lune, une fois qu'on l'avait décidé, quoi. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne déciderait pas de rester sur Terre? Et je pense qu'aujourd'hui, c'est la vraie question, c'est est-ce qu'on décide de rester sur Terre? Et une fois qu'on a enclenché ce choix, d'investir justement, qu'est-ce que ça veut dire de rester sur Terre? En fait, c'est complètement différent d'aller sur la Lune que de rester sur Terre. Pourtant, je travaille sur la complexité depuis des plombes, mais je n'avais pas forcément formulé de manière si claire. Et en fait, l'image, pour moi, c'est vraiment aller sur la Lune. C'est l'expression d'une société qui maîtrise le compliqué. C'est un gros calcul d'aller sur la Lune. Et en fait, toutes nos sociétés, elles sont basées sur justement ce découpage du monde en parties, cette réintégration de l'information pour faire des procédures, pour maîtriser, pour contrôler. Et en fait, s'inscrire dans les dynamiques du vivant, s'inscrire dans les limites planétaires. Alors, limite, des fois, ça peut rentrer dans l'imaginaire, ça nous contraint. Et finalement, les limites d'un artiste qui va peindre un tableau, c'est la toile sur laquelle il va s'inscrire. Il y a des limites. Et en fait, les limites planétaires, c'est ça. C'est soit on fait semblant de ne pas voir les limites et du coup, on va se prendre des coups sur la tête et plus ça va aller, plus, de toute façon, les limites, elles ne vont pas disparaître. Ou justement, on se dit, ça, c'est le terrain de jeu dans lequel on doit s'inscrire. Donc, à partir de là, ok, faisons l'inventaire de ce qui est important pour nous, humains, de ce qui est important dans le vivant. Et puis, à partir de là, recomposons des récits qui seraient les nouvelles idées du progrès, qui seraient l'humanité qui décide de rester sur Terre. Et là, moi, je crois profondément que si on se met dans les starting blocks, on peut y arriver. Mais la question, c'est est-ce qu'on décide de se mettre dans les starting blocks de l'aventure très exploratoire, en fait, d'être vraiment des terriens, quoi.